thème, un livre, un auteur, une émission de Pierre Benzaken. Eh bien, chers amis de Radio Shalom, bonsoir. Alors, dans ce monde pourri par le fanatisme hystérique de nazis-islamistes dégénérés, j'ai voulu nous accorder dans cette émission culturelle une pause de spiritualité. Vous ne m'en voudrez donc pas, de souffler un peu, de faire une pause dans notre actualité qui va trop vite dans l'impensable violence pour vous inviter ce soir à un voyage particulier. En effet, avec mon invité, nous déambulerons dans les méandres occultes des mystères de la franc-maçonnerie. Et oui, il est toujours surprenant de voir à quel point les sociétés dites secrètes suscitent autant de curiosité jusqu'aux imaginations les plus délirantes. Alors prenez votre viatique et suivez-moi chez les frères invisibles, les frères 3 points ou les frères ennemis comme je les ai personnellement ciblés dans un de mes livres sur le sujet. Ceux qui n'ont jamais été initiés dans une des quelques 500, 600, 700 obédiences, j'en n'en sais plus, en France, on ne les compte plus d'ailleurs, découvriront peut-être un monde particulier dans lequel chacun projette ses fantasmes et ses a priori. Alors qu'est-ce que ce monde clos dont les membres se reconnaissent par des signes, des paroles et des attouchements? Attention, rien de grivois dans ce mode de reconnaissance. Ces hommes en noir ont-ils vraiment un pouvoir occulte? Ont-ils noyauté les réseaux d'influence? Ont-ils influencé un nouveau monde? Et puis que s'y passe-t-il donc de si secret et de si apparemment excitant pour que dans toutes les sphères de nos sociétés, on jubile à l'idée d'être un jour approché, puis coopté pour enfin être initié au mystère de la franc-maçonnerie? Voilà beaucoup de questions dont les auditeurs de Radio Shalom auront, je l'espère, des éléments de réponse à l'issue de notre émission. Sachant surtout que je ne manquerai pas de me faire l'interlocuteur des plus dubitatifs pour que le secret, s'il y en a un, ne soit plus un secret pour ceux qui nous écoutent. Alors bonsoir Raphaël Aurillac. Bonsoir Pierre. Comme je souhaite que notre entretien soit le plus clair possible, je me dois de dévoiler à mon tour mon appartenance à la franc-maçonnerie. Et même si je m'en suis éloigné pour des raisons que nous pourrons peut-être évoquer, je me permettrai donc, mon cher Raphaël, de te tutoyer et de t'appeler mon frère, comme il est d'usage dans notre cercle d'initiés. Alors pour te présenter, je dirais simplement que dans la vie professionnelle et non moins profane, tu es avocat. Tu sais donc jouer avec aisance de toutes les nuances de tes convictions. Et sachant que dans un certain passé maçonnique, nous avons pu avoir quelques différences d'appréciation. Allez, appelons-les comme ça. Je reste persuadé que notre entretien sera riche et sans concession sur ce qu'il y a lieu de dire effectivement sur la franc-maçonnerie. Et ce, malgré toutes les flèches que j'ai reçues sur ma page Facebook à l'annonce de cette émission, comme si le sujet était miné. Mais je compte sur notre esprit de tolérance pour déminer notre pavé mosaïque pour autant que cela puisse se faire. Alors mon cher Raphaël, comme tu manies aussi bien la parole que l'écrit, je te précise que tu as déjà commis un premier gros ouvrage au titre, disons, touristique, le guide Paris maçonnique. Je me dois de dire que ce fut un succès, puisque réédité 3 fois et diffusé à près de 15 000 exemplaires. Mais ce soir, nous parlerons plus spécifiquement de ton dernier ouvrage, qui mérite pleinement son titre, Anthologie maçonnique, puisqu'en plus de 600 pages, tu évoques toutes les grandes figures qui ont marqué leur temps et notre maçonnerie, et que tu as enrichi d'un sous-titre plein de sous-entendus, La conspiration de la tolérance. Tout un programme dont Jack Lang, notre sémillant ancien ministre de la Culture, a bien voulu préfacer. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que le franc-maçon que tu es réagisse à cette folie meurtrière qui a endeuillé notre pays et dont les acteurs fanatisés sont encore sur le pied de guerre qu'ils nous ont déclaré. Oh, je ne réagis pas comme un franc-maçon, il n'y a pas une réaction spécifique propre aux francs-maçons, mais comme un homme ordinaire, avec consternation, indignation, avec effroi. Et puis je dirais que ce qui peut m'envahir ces derniers temps, c'est un sentiment nouveau pour moi, qui était convaincu d'un progrès inexorable et qui constate qu'il peut y avoir des balancements de l'histoire et des régressions dans la civilisation. Et cela me fait très peur.
Oui, en effet, c'est donner beaucoup d'espérance à notre vocation humaine qui, je crois, malheureusement, depuis fort longtemps, je crois me souvenir que mon aïeul nous téléphonait, lorsque Caïn tuait Abel, je crois que déjà, ils avaient prémédité ce malaise et ce mal-être de notre humanité. Bon, ce sujet étant malheureusement récurrent, on va le délaisser un peu pour prendre un peu de hauteur. Alors, si tu veux bien, commençons par le commencement. Et dis-moi, quelle serait selon toi la meilleure définition de la franc-maçonnerie, même si je sais que c'est une gageure que de la résumer en quelques mots. Les francs-maçons, la franc-maçonnerie moderne est née il y a 300 ans, en 1717 exactement. Et chez nos amis anglais. Chez nos amis anglais, qui avaient édicté des constitutions. Et dans le préambule de ces constitutions, le credo de la franc-maçonnerie est inscrit. Et si tu me permets, ce sera peut-être la seule fois que je fasse une petite citation. Bien sûr. Qui me paraît intéressante pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être rien à la franc-maçonnerie, ce qui est très normal puisqu'elle est assez discrète. Et cette phrase est la suivante. Et c'est une phrase constitutive de la franc-maçonnerie. Elle dit « Bien que dans les temps anciens, les maçons fussent obligés dans chaque pays d'appartenir à la religion de ce pays ou de cette nation, quelle qu'elle fût, il est maintenant considéré comme plus opportun de seulement les soumettre à cette religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. Ainsi, la maçonnerie devient le centre d'union et le moyen de concilier une véritable amitié parmi des personnes qui auraient dû rester perpétuellement éloignées. Bien, c'est ça la franc-maçonnerie. C'est, je crois, un mouvement d'une certaine importance, on en parlera peut-être, mais son idée d'origine est extrêmement simple. Alors, est-ce que tu crois que le bon pasteur Anderson, qui a commencé à écrire les constitutions, aidé en cela par d'autres, avait cela en tête? Oui, certainement. Anderson est une figure, je dirais, assez mineure quand même dans la création de la franc-maçonnerie moderne en Angleterre en 1717. Les grandes figures de cette création sont quand même Isaac Newton, qui a inspiré la franc-maçonnerie, et son... L'homme à la pomme. L'homme à la pomme, et son principal secrétaire, qui s'appelait Desaguliers, et qui, lui, est le véritable fondateur de la franc-maçonnerie, en tout cas dans son esprit, tel que je viens tout à l'heure de te le résumer. Oui, alors, sachant que, bien, on va rentrer maintenant dans le fonctionnement un petit peu, sachant que pour être coopté, il faut avoir 2 parrains qui se portent garant de leur filleul tout au long de son parcours maçonnique. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment toi, si tu veux bien, tu as été sollicité et quelles ont été tes motivations pour accepter? Et est-ce qu'aujourd'hui, tes parrains sont fiers de ton parcours? Un parrain, lorsqu'il est avisé, sait parfaitement, intuitivement, si quelqu'un est ou n'est pas franc-maçon, je dirais, avant même qu'il le devienne. D'ailleurs, on parle de maçons sans tablier. Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire de gens qui ont une telle qualité, qui se voient, de telles valeurs humaines, qu'on pourrait les considérer comme faisant partie de notre confrérie. Ou qui soient compatibles avec une certaine forme d'esprit, qui travaille l'esprit par la symbolique. Oui. Il y a des gens parfaitement admirables, évidemment, qui n'ont pas cette compatibilité d'esprit. Moi, pour ma part, lorsqu'on m'a proposé de devenir maçon, j'ai considéré quels étaient les hommes qui avaient participé à cette institution dans le passé, et puis j'y ai découvert des écrivains, des musiciens, des philosophes, des hommes d'État, qui étaient ceux pour lesquels j'avais toujours eu spontanément un profond attachement. Oui, alors est-ce que tu penses que les épreuves, puisque lorsque nous sommes initiés, nous passons des épreuves qui sont des épreuves, bien entendu, symboliques et qui doivent donner à penser. Ces épreuves que tu as passées lors de ton initiation ont laissé des traces chez toi. Et penses-tu que le sens qu'elles peuvent revêtir a pu te servir dans ta vie professionnelle ou même profane ou même professionnelle?
Mais les épreuves maçonniques sont assez marquantes d'un point de vue symbolique. Ça sacralise une idée, une conception générale de la philosophie, de l'humanité. Oui, permets-moi, on dit en franc-maçonnerie que lorsqu'on rentre en travaux, nous sortons du temps profane pour entrer dans un temps sacré. Donc en effet, on sacralise et l'espace et le temps. Absolument, tout à fait. Moi, je vais te dire pour moi ce qu'est un vrai maçon, et je ne peux pas te dire que j'en suis un vraiment. Je me suis toujours posé la question de savoir ce qu'était un maçon. Pour moi, un maçon, c'est un homme ordinaire, anonyme, qui un jour va ouvrir sa porte à un voisin qu'il connaît peu et qui est persécuté, par exemple par les autorités, injustement, à raison par exemple de son origine. Alors, pour faire cela, il faut un certain humanisme et un certain courage pour le faire, une certaine volonté. Pour tout te dire, n'ayant pas vécu les événements qu'on peut imaginer, je suis incapable de dire si j'aurais été un maçon digne de l'être ou pas. Ce que je peux dire en rappelant cette époque douloureuse des années 40, c'est que l'État français de Vichy avait voulu que chaque région, chaque département publie la liste des francs-maçons pour indigner la population. Et il s'est trouvé qu'ils ont arrêté cette pratique assez vite, parce que la population voyait bien que le bon docteur machin, que l'instituteur truc, qui était toujours secourable à son prochain, qui essayait toujours d'arranger les choses dans son milieu, était un franc-maçon. Et c'était contre-productif. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est en perpétuelle quête de sens, et cette quête spirituelle n'est malheureusement pas toujours très bien engagée par les religions qui prétendent s'en prévaloir. Est-ce qu'on peut se référer aux sensibilités philosophiques du monde mystérieux de la franc-maçonnerie ? Les francs-maçons ont été pour quelque chose dans des grands événements de la civilisation occidentale en tout cas. Ils ont été capables des hommes et des femmes issus de ces rangs étaient capables de déclarer les droits de l'homme, l'abolition des privilèges, de l'esclavage, l'indépendance des deux Amériques, l'unité italienne et j'en passe. Ce ne sont pas tout à fait des événements de seconde importance. Je crois que, évidemment, les valeurs maçonniques sont des valeurs de tous les temps, qu'elles sont sûrement tout à fait invariables. Alors bon, malheureusement, on sait que le Grand Orient de France, qui est la plus grande obédience maçonnique en France, a été quand même plus que précurseur. Elle s'est fondée sur sur leur action, sur une action politique, purement politique. Et la 4e République a été fortement influencée par les travaux de loge faits au Grand Orient. Oui, on peut dire qu'il y a deux maçonneries, non pas qui s'opposent, mais qui se regardent, parce que leurs conceptions sont un petit peu différentes. Et il y a une franc-maçonnerie de type un peu anglo-saxon. Alors il y a des grandes loges en France, Grande Loge nationale française, Grande Loge de l'Alliance, Grande Loge de France, qui sont dans cette acception. Elles ne font pas de politique, elles ne font pas de religion, ça c'est commun à beaucoup de grandes loges. Ce qu'elles veulent, c'est essayer d'améliorer l'individu. Mais elles se réfèrent à un grand architecte de l'univers qui, selon certains, est Dieu, comme à la Grande Loge nationale française, et selon la Grande Loge de France, serait une sorte de grand architecte dont les références seraient sur un livre blanc, où chacun y mettrait un peu ses propres sensibilités. Plus exactement. Quand il dit pour certains c'est Dieu, mais pour un déiste, Dieu c'est Dieu aussi. Oui, exact. Donc c'est une formule assez vaine. Ce que je pourrais dire, c'est que certaines obédiences se réfèrent à la révélation. C'est-à-dire qu'il faut croire en Dieu et en sa volonté révélée dans des obédiences, disons, un peu classiques, de style anglo-saxon. Ces obédiences-là spéculent sur le fait qu'en améliorant l'homme, forcément, dans son quotidien, dans son monde profane, il va permettre d'améliorer la société, même d'une manière imperceptible. Bon.
Pour le Grand Orient de France, c'est un petit peu différent. D'abord, la laïcité a beaucoup plus d'importance, et puis ensuite, le Grand Orient a souhaité opérer directement de la politique et essayer d'influer sur des lois. Voilà, on pourra peut-être voir un peu ce qu'ils en ont fait. Parlons maintenant, mon cher Raphaël Aurillac, de ton anthologie. Et dis-nous ce qu'elle expose, tant par les textes importants que tu reprends, qu'à travers ces hommes de lettres ou hommes d'État qui ont été inspirés par les valeurs maçonniques. Bon, c'est un ouvrage collectif assez important en volume et qui reprend donc une centaine de très grands hommes, de monuments de l'humanité, pas de la franc-maçonnerie bien sûr, des écrivains, des philosophes, des hommes d'État, des musiciens. Bien. L'idée qui a un peu présidé à la conception de cet ouvrage est très simple en somme. C'est le sentiment que peut avoir Monsieur Tout-le-Monde de la franc-maçonnerie. Quelque part, les francs-maçons seraient soit des farfelus, inoffensifs, soit des corrompus, et c'est quelque chose qui est assez insupportable aux francs-maçons, qui ont quand même derrière eux une œuvre assez considérable et en tout cas significative dont on pourra parler. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des francs-maçons qui jouent de cette appartenance. Comme il y a des maçons sans tablier, il y a des maçons avec tablier, mais qui ne le mériteraient pas. Certes. Alors, et de nombreux. Alors d'emblée, si je devais te demander tes préférences parmi les 100 personnalités que tu as citées dans ton livre, quel homme, quelle femme ou quel fait marquant mettrais-tu sur le podium ? Bah, ça, c'est une réponse extrêmement personnelle. Je ne vais pas parler des Voltaire, Diderot, d'Alembert, Stendhal, Goethe, autres, qui sont évidemment de très grands auteurs, ou même des hommes politiques comme Churchill ou comme Roosevelt, qui nous ont laissé des textes vraiment insurpassables. George Washington. Washington, bien sûr. Mais il écrivait beaucoup moins bien. C'est un militaire. C'est pas une plume. Ouais. C'est un sabre. Mais plus que ça. Moi, par exemple, j'aime bien des auteurs peut-être plus modestes ou plus inattendus, comme Bernard d'Anne Saint-Pierre, qui a été un des apôtres de l'abolition de l'esclavage, et qui le décrivait très bien dans Les Îles. Par exemple, il disait « Ma plume se lasse d'écrire ces horreurs, mes yeux sont fatigués de les voir, mes oreilles de les entendre », et ce silence presque est plus évocateur que les tortures qu'il a pu observer. Alors j'aime bien aussi, de temps en temps, voir un homme comme Atatürk, qui parle des femmes. Atatürk, en effet, qui est une figure qui manque à la Turquie aujourd'hui, et notamment on le voit avec les récents événements dramatiques et insupportables qui s'y passent. Quand même, je fais juste une parenthèse, parce que je ne peux pas, les images terribles que l'on voit de ces militaires qui sont emprisonnés comme des bêtes, frappés, lynchés au sol. Alors quand on a montré les journaleux, on montrait Guantanamo, 2 ou 3 vilaines images. Là, pourquoi ne montre-t-il pas ces images terribles où on voit ces militaires en effet factieux, mais ils sont traités pire que des bêtes? C'est terrible. Alors un Kemal Atatürk franc-maçon manque à la Turquie aujourd'hui. Un homme qui pouvait dire « Nos femmes ne sont-elles pas des êtres humains doués de raison comme nous, qu'elles montrent leur face sans crainte et que leurs yeux n'aient pas peur de regarder le monde? Une nation avide de progrès ne saurait ignorer la moitié de son peuple. » Là aussi, on voit que le monde n'évolue pas forcément vers le progrès. Et non. Alors pour ma part, en lisant ton livre, Raphaël, j'ai été impressionné par 2 faits qui me paraissent être particulièrement significatifs de l'influence de la maçonnerie sur une société et sur sa politique. D'abord, en prend un, l'acte de déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, rédigé par 56 nobles signataires, et parmi lesquels, fait assez exceptionnel pour le mentionner, 50 de ces 56 signataires étaient francs-maçons. Et le deuxième fait, si tu veux bien avant que tu me répondes, c'est le fameux billet de $1 américain, toujours en cours, aux États-Unis et dans le monde, et sur lequel figurent les principaux symboles maçonniques.
Oui, je pense que la franc-maçonnerie est très à l'aise en Angleterre ou aux États-Unis, parce que dès son départ, elle n'a pas eu à s'opposer à l'Église, et elle n'a pas eu à demeurer secrète pour ou discrète pour cette raison-là. Alors c'est ainsi qu'on voit de très grands présidents américains, ou même les pères fondateurs que tu viens d'évoquer, qui furent d'ardents maçons. Alors les derniers grands présidents, c'est Franklin Roosevelt et Harry Truman. Mais en Angleterre, on voit aussi que la famille royale, le grand maître, c'est toujours un membre de la famille, qui est actuellement le duc de Kent. Alors, en Europe continentale, évidemment, la franc-maçonnerie a essayé par son culte de la tolérance de réconcilier des extrêmes et de concilier des religions. Mais certaines d'entre elles, notamment la religion catholique, n'a pas accepté qu'on puisse faire cet écuménisme avant la lettre, en quelque sorte. Et par conséquent... C'est très récent, c'est très récent de voir que l'Église n'excommunie plus les francs-maçons. Jusqu'à je crois, c'est 2 ans ou 3 ans, les francs-maçons étaient excommuniés. Encore que, sans aucune animosité de ma part à son égard, notre dernier pape, pour lequel j'ai d'ailleurs un grand respect, à Turin, il me semble en juin 2015, c'est-à-dire il y a 1 an, a rappelé à des jeunes que l'Église et la franc-maçonnerie n'étaient pas compatibles. N'étaient pas compatibles, absolument. Et d'ailleurs, un prêtre qui appartenait au Grand Orient a été chassé de son ministère. Mais pas excommunié. Il y a un progrès, donc. Alors, concernant ce billet de $1, j'aimerais que tu nous dises, est-ce que notre Europe pourrait accepter que notre euro puisse revêtir des symboles francs-maçons comme l'est le dollar américain? Non, parce que je ne pense pas que la franc-maçonnerie en Europe continentale participe aussi pleinement d'une même tradition comme la maçonnerie américaine. Oui. Parce que la maçonnerie a constitué l'Amérique. Alors j'aimerais, que l'on reste à cheval entre la France et les États-Unis, et que tu nous parles du marquis de Lafayette. Je ne parle pas des galeries, je parle de... Faudrait 2-3 heures pour parler pour parler du marquis de Lafayette. Disons que rapidement, c'est un homme qui a été constant par rapport à ses idées, ce qui n'est pas si classique pour un homme politique. C'est un homme qui, de mon point de vue, ne s'est quasiment jamais trompé. Alors il y a des anecdotes qui sont celles, par exemple, de son épouse, Adrienne de Noailles, qui avait de vastes domaines en Guyane et qui a affranchi tous ses esclaves, et non contente de les affranchir, elle a considéré aussi que si on leur rendait leur liberté dans le dénuement, ils ne pourraient pas survivre. Alors elle a créé des écoles, elle a créé des dispensaires. Bien, c'était des gens qui étaient très attachés à l'humanisme. Mais son implication dans la guerre contre les Anglais, là-bas, sur les terres américaines? Très grande. D'abord, il a financé l'armée des insurgents avec ses propres fonds, qui étaient d'ailleurs en France tout à fait immenses. Il a été fait par le Congrès américain dès son début major général de l'armée américaine. Et il a été très attaché à ses valeurs maçonniques. Oui, absolument. Et il convient de noter que Washington a voulu être son père adoptif. Oui, alors lorsque tu as cherché à mettre en valeur des figures maçonniques symboliques, j'ai essayé de trouver le rapport qu'il pouvait y avoir, au moins philosophique, entre des gens aussi différents que Goethe ou Dracula, que le marquis de Sade ou d'autres, pour ne parler que d'eux. Quel rapport pouvait-il y avoir chez ces auteurs tellement différents dans leurs écrits et pourtant proches par la maçonnerie? Goethe, c'est Faust. C'est Faust, c'est le grand personnage de Goethe. Bram Stoker, c'est celui qui a inventé Dracula. C'est une certaine fascination du mal, une lutte contre le mal que
chacun porte en lui, et quelque part c'est une idée de liberté. Alors il en est de même pour Stendhal qui évoque les Carbonari, Oui. et il en est de même pour Sade. Il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps, mon cher Raphaël. Alors, il y en a d'autres personnages. Il y a Saint-Exupéry, il y a Rudyard Kipling, il y a Baden-Powell, il y a Victor Schœlcher qui a été le maître à penser de l'abolition de l'esclavage. Comment toi tu situes tous ces personnages dans notre fait contemporain ? Comme s'apportant les uns aux autres pour construire une véritable civilisation. Une civilisation qui quand même s'est enrichie par des événements tels que la Déclaration des droits de l'homme, le Code civil, les révolutions, la Grande Révolution, celle de 1830, de 1848, l'indépendance de l'Amérique latine, tous ceux qui furent les pères de cette indépendance, Martí, Bolivar, etc. D'ailleurs, beaucoup de blasons, tu m'as montré dans ton livre, beaucoup de blasons d'Amérique latine sont des blasons emprunts également de spiritualité maçonnique. L'emblème argentin est carrément une poignée de main maçonnique avec un bonnet phrygien, oui, absolument. Oui. Alors il y a l'unité italienne, il y a plein de choses, c'est immense l'œuvre qui a été accomplie. Alors peux-tu essayer, on va essayer de donner une raison, disons, raisonnable, qui expliquerait pourquoi une telle longévité à cette vieille rengaine du complot judéo-maçonnique. D'où ça nous vient tout ça ? L'Église a cru à un complot parce qu'on en relativisait l'importance. C'est ça l'idée du complot. Alors maintenant, un complot judéo-maçonnique, je vois pas... Alors, il y a beaucoup de juifs en maçonnerie. Je dirais que les loges, en général, sont composées de 20 à 30 membres. Peut-être qu'il y en a 4 ou 5 qui sont juifs, c'est-à-dire un petit peu plus que dans la population. Oui, le pourcentage des juifs sont en pourcentage plus important en maçonnerie que dans la population. Très, très clairement. Parce que c'était sûrement un vecteur d'émancipation pour eux et très, très compatible avec leur propre... Absolument, puisqu'on reconstruit symboliquement le temple de Salomon. Exactement. Donc l'histoire maçonnique, les symboles maçonniques, on a été les chercher dans la Bible. Bien Donc sûr. c'est vrai que dans l'Ancien Testament. Voilà, le juif se reconnaît très clairement dans cette manière d'impressionner le monde ou d'agir dans le monde de façon fraternelle. Alors, mais sans complot, parce qu'un homme est un homme, qu'il soit juif ou n'importe quoi d'autre, ça c'est le principe même de la franc-maçonnerie. Alors je ne reviendrai pas à nos chapelles, et malheureusement notre émission touche à son terme. Je voudrais te demander, à travers cet émiettement de loges, dites grandes ou pas, comment les francs-maçons peuvent trouver parmi tout ça un axe de réflexion en commun, et crois-tu qu'aujourd'hui la franc-maçonnerie puisse encore donner à penser au monde ? Les valeurs de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle étaient totalement révolutionnaires, mais elles sont maintenant passées dans les mœurs à telle enseigne qu'on ne sait même plus qu'elles eurent pour origine pour partie des maçons. Pour partie, bien sûr. Alors aujourd'hui, évidemment, la production est moindre. On voit beaucoup moins de très grands auteurs maçonniques, beaucoup moins qu'au XVIIIe siècle, par ailleurs. Mais les valeurs de la franc-maçonnerie, de mon point de vue, sont intangibles, elles sont immuables, on n'a pas besoin de les changer. Mais ce que pourrait être la franc-maçonnerie, à mon sens, c'est d'être une sentinelle de la liberté, d'être très attentif à des problèmes de laïcité et peut-être à des problèmes de respect de la vie privée où maintenant les États se complaisent à nous espionner. Et je crois que les maçons devraient... Mais laïcité, liberté, je suis en plein accord avec toi, et tolérance, bien que ce mot soit à double usage, je suis en plein accord avec toi. Je rappelle, mon cher Raphaël Aurillac, le titre de ton grand ouvrage Anthologie maçonnique, préfacé par Jack Lang, et aux éditions d'Hervik. Voilà, je dis que cette émission sera rediffusée dimanche 21 juillet à 18h30 sur Radio Shalom. Merci, bonsoir et à mardi prochain. Un thème, un livre, un auteur, une émission de Pierre Benzaken.